Bonjour et bienvenue à tous. Alors je suis ravie de vous avoir pour aborder et creuser ce sujet. Nous avons donc Chantal Durand, vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne et vice-présidente du SIAP. Votre double casquette va nous permettre d'aborder les défis à l'échelle départementale et régionale. Nous avons également Antoine Guillou, adjoint à la maire de Paris et vice-président du SIAP. Votre expérience à la croisée des enjeux politiques et techniques nous apportera un éclairage précieux. Alexandre Labasse, directeur général de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme. Votre expertise en urbanisme nous aidera à comprendre comment l'assainissement s'intègre dans la planification urbaine. Et enfin, Pascale Rouault, la directrice générale du Centre de compétences pour l'eau de Berlin. Votre perspective internationale va nous enrichir ce matin sur notre débat en nous apportant la vision justement de Berlin sur cette directive européenne. On commence tout de suite avec vous, Chantal Durand. Le département du Val-de-Marne a été un acteur fort du plan baignade et a notamment contribué, on l'a vu, de manière significative à la réussite de ces fameux Jeux olympiques et paralympiques. Peut-on dire alors que les Jeux ont lancé cette dynamique et que cette évolution de la réglementation s'inscrit dans cette trajectoire d'amélioration de la gestion de l'eau dans la ville ? Bonjour à toutes et à tous déjà. Premièrement, merci pour cette belle question. Alors, je vais déjà répondre non. Les Jeux olympiques n'ont pas été la dynamique pour l'action menée par le département, car depuis, et d'ailleurs Vincent Rocher l'a dit, 1991, les collectivités locales et dont le département du Val-de-Marne ont mis en place des actions pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans les fleuves, les rivières, les lacs. Mais en revanche, les Jeux olympiques ont été un événement qui a particulièrement boosté l'action. Et d'ailleurs, parce que évidemment, il y avait les épreuves en eau vive, de natation en eau vive, comme l'a dit Monsieur le Préfet tout à l'heure, et elles ont eu lieu d'ailleurs, donc c'est parfait, ça, elles ont eu lieu. Et évidemment, il fallait être au rendez-vous. Alors, je dois d'ailleurs remercier l'État pour l'effort sans précédent, l'effort financier sans précédent qui a été donc mis sur la table pour que le plan baignade soit réussi. Et ce plan baignade a été l'événement qui a fait que nous ne pourrons plus revenir en arrière. Nous avons entamé une dynamique grâce à ce plan baignade qui fait que non, c'est fini, il faut continuer. Et la DRU 2 sera évidemment amplificateur de cette action. Alors, au niveau, vous disiez que le Val-de-Marne a donc beaucoup participé au plan baignade. Alors, oui. Oui, le Val-de-Marne a beaucoup participé. Je dirais déjà par la mise en conformité des réseaux, aussi bien chez les particuliers que dans les bâtiments départementaux, les bâtiments de l'État. Et chez les bailleurs sociaux, il y a eu 8000 contrôles de mise en conformité, plus de 1000 travaux donc réalisés. Et puis, je dirais aussi que par temps de pluie, et les eaux pluviales jouent un rôle extrêmement important, le Val-de-Marne donc est intervenu beaucoup grâce donc à ces bassins de stockage. Nous en avons 13, mais 14 même, et également par la construction d'un établissement particulièrement important auquel d'ailleurs le SIAP est intervenu au niveau financier de façon importante, ainsi que l'agence de l'eau. Il s'agit de la station départementale de dépollution des eaux pluviales, qui stocke, grâce aux deux autres bassins en amont, 45 000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire presque autant que le bassin d'Austerlitz, et qui, grâce à un traitement UV, permet de rendre au fleuve l'eau propre. Et mon président insiste toujours beaucoup sur ce chiffre, donc je vais le dire, à 99,99%.
Voilà. En dehors de cela, il faut que je suis aussi vice-présidente du SIAP et que je rappelle que sur la Marne, il y a une usine de désinfection à hauteur de Brilly-sur-Marne et de Noisy-le-Grand. Et également sur la Seine, une usine de désinfection à hauteur de Valenton, et avec également un collecteur sur 8 km 5 qui a été réalisé par le SIAP. Voilà. Merci beaucoup Chantal. Alexandre Labasse, vous, de la désimperméabilisation justement qu'évoque Chantal Durand, est également au cœur de vos défis à la Pure. Est-ce que justement aujourd'hui, comment l'urbanisme prend-il en compte l'eau ? Merci pour l'invitation, merci Monsieur le Président. Pour la question de l'eau, déjà le SIAP est partenaire de la Pure, c'est une première chose. Donc c'est intégrer dans la pensée urbaine les acteurs de l'eau pour mettre l'eau au cœur des stratégies d'urbanisme. Et on voit que de ce point de vue-là, il y a un retournement de situation assez puissant qui s'est effectué ces dernières années, avec l'idée unanimement partagée et dont parlait Vincent Rocher, qui est de dire on va rendre l'eau à la terre. Donc en fait, notre question en tant qu'urbaniste, c'est comment on passe de l'imperméabilisation à la désimperméabilisation. Ça se fait d'abord dans les règlements. Le premier règlement qui l'incite, c'est évidemment le SCOT qui a été approuvé en 2023 et qui met deux préconisations extrêmement fortes. La première, c'est de remettre et de préserver des espaces d'eau en ville. Donc ça veut dire les canaux, ça veut dire également les fonctions des berges. On en parlait tout à l'heure avec le maire de Pavillon-sous-Bois. Donc qu'est-ce qu'on installe le long des berges? Ça veut dire de développer la présence d'eau visible aussi dans la ville. Et puis le deuxième enjeu, c'est de préserver la ressource. Et pour préserver la ressource, évidemment, c'est protéger le captage, c'est déconnecter les eaux pluviales du réseau, c'est retarder le ruissellement, c'est favoriser la sobriété. Et ces grands engagements du SCOT, ils se traduisent par la suite dans les PLUI des territoires. Alors on en prend par exemple 3, mais je crois que tous les PLUI aujourd'hui ont cette stratégie eau qui est plutôt sur le volet 1 de la DRU. Est ensemble, c'est 35% d'espace à végétaliser dans les zones urbanisées. Si on prend le PLUI de GPSO, c'est un périmètre de gestion des eaux pluviales extrêmement précis avec un travail sur le dimensionnement des eaux de pluie et sur le dimensionnement de la décennale. Et puis si on prend le PLU B parisien, porté par notamment Antoine Guillou, c'est la question de désimperméabiliser la surface parisienne. On est aujourd'hui à 28%. L'objectif, c'est d'arriver à 40% de désimperméabilisation sur le territoire en 2050. Et puis une chose importante, ça se traduit de façon très localisée, c'est-à-dire que pour toutes les parcelles de plus de 150 mètres carrés, avoir 65% de surface perméable. Merci beaucoup Alexandre. Alors Antoine Guillou, on veut tout savoir concernant la ville de Paris, comment effectivement la ville se prépare à répondre à ces objectifs de la DRU et surtout quelles sont les clés de la réussite, c'est quoi les solutions ? Alors les solutions sont nombreuses et ce qui est bien, je trouve, Vincent Rocher l'expliquait très... Enfin, juste les meilleurs. Ce que Vincent Rocher expliquait très bien, c'est que la DRU, finalement, vient traduire dans les normes un certain nombre de grandes tendances qui étaient déjà enclenchées et ça va nous permettre d'aller plus loin. Si on prend par exemple l'enjeu qui nous a beaucoup occupé avec l'État, le SIAP, le département du Val-de-Marne, beaucoup de collectivités en région Île-de-France en vue des Jeux Olympiques, cette question de comment on fait pour éviter notamment la pollution des milieux naturels quand il pleut beaucoup, qu'on a un risque d'avoir des réseaux d'assainissement saturés et que du coup on peut être amené à rejeter malheureusement directement des eaux usées dans la Seine pour éviter, ou dans la Marne pour éviter ce risque de débordement. Ça c'est vraiment le risque fondamental sur lequel on travaille très nombreuses et nombreux dans cette salle depuis des années et la DRU va nous inciter à aller plus loin. Alors quelles sont les solutions qu'on a déjà mises en place et celles sur lesquelles on va pouvoir encore, je pense, réaliser des progrès assez importants dans les années qui viennent?
parisienne. Celle qu'on a mise en place, c'est notamment les investissements sur le réseau d'assainissement. On en parlait, à la fois sur le réseau du SIAP, les réseaux départementaux. À Paris, on peut penser évidemment au bassin d'Austerlitz, qui est le grand ouvrage que nous avons construit dans un territoire très contraint qui est l'urbanisme parisien. Il y a eu ce tour de force de réussir à faire cet énorme bassin de stockage juste à côté de la gare d'Austerlitz en souterrain. Et aujourd'hui, si vous passez à côté de la gare d'Austerlitz, eh bien, vous ne verrez strictement rien, car il y a un jardin qui est en train d'être reconstitué par-dessus. Et ça, c'est évidemment un exemple d'ouvrage qui permet d'améliorer la résilience du réseau d'assainissement, qui permet de faire en sorte que quand on a un épisode pluvieux très important, eh bien, on peut retarder le plus possible le moment où on est amené à rejeter dans le milieu naturel, voire évidemment l'éviter autant que possible. Et dans les cas de plus en plus rares où on devrait le faire, eh ben, on va réduire d'autant le volume de la pollution, puisqu'on en aura stocké évidemment dans ces ouvrages. Alors on a fait d'autres choses, on a évoqué la résorption des mauvais branchements, il y en avait dans le Val-de-Marne, il y en avait aussi à Paris. À Paris, c'était surtout les péniches que nous avons sur la Seine, avec un certain nombre d'entre elles qui malheureusement n'étaient pas raccordées au réseau d'assainissement et rejetaient directement dans la Seine. Ça peut paraître étonnant, mais c'était encore la situation il y a quelques années, voire il y a quelques mois pour les derniers récalcitrants, mais on a pu aussi avancer sur ce sujet. Voilà, donc tous ces investissements sur le réseau d'assainissement, un effort très significatif a été consenti ces dernières années dans le cadre du plan baignade. On va continuer bien sûr, mais je pense que l'enjeu, pour faire écho à ce qui était dit à l'instant par Alexandre Labasse, l'enjeu pour le moyen et le long terme, c'est évidemment non seulement l'investissement dans le réseau d'assainissement, mais faire en sorte qu'on puisse en premier lieu éviter que les eaux pluviales ne viennent autant que possible remplir les réseaux d'assainissement et donc accroître ce risque de saturation. Donc faire en sorte que l'eau de pluie retourne le plus possible à la terre directement. Et là, pour un territoire aussi dense, aussi minéral, aussi urbanisé que Paris, mais je pense qu'on peut étendre évidemment aussi au département de la Petite Couronne de manière générale, c'est un défi immense parce que ça veut dire qu'on doit complètement repenser la manière dont on conçoit la ville sur des territoires qui en réalité sont déjà en grande partie construits, urbanisés. Donc on a un effort de réinvention de quelque chose qui existe déjà, qui est extrêmement conséquent. Et la bonne méthode, les bonnes solutions pour le faire, c'est évidemment de travailler sur l'espace public. Ça, à Paris, on le fait beaucoup. Ça n'a échappé à personne. Faire en sorte qu'on végétalise beaucoup plus l'espace public, qu'on permette à beaucoup plus de zones de pleine terre d'exister dans nos rues. Ça, je dirais, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. L'espace public, c'est ce qu'on voit beaucoup, évidemment, mais à Paris, en réalité, la plupart du territoire, la plupart de la surface relève en réalité du domaine privé. C'est ce qui se trouve à l'intérieur des parcelles privées. Et donc, ce que nous avons lancé et que nous allons continuer à développer, je profite toujours de toutes les occasions qui me sont données pour en faire la promotion, c'est un dispositif d'incitation aux copropriétés, notamment à végétaliser leur partie privative, leurs cours, leurs toits. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très long, bien sûr, parce qu'on parle à chaque fois de petites parcelles, petits efforts, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Si chacun, sur ce qui est de son domaine de responsabilité, fait cet effort de désimperméabilisation et de végétalisation, la clé sur le moyen et le long terme, elle est là. Merci beaucoup Antoine Guillou. Il y avait pas mal de... J'avais été marraine c'était en 2014-2015 pour végétaliser, pareil à Paris. C'était... Pascal Rouault, on voudrait avoir ce point de vue depuis Berlin, effectivement. Comment ça se passe au niveau de ce défi de la DRU? Comment c'est abordé? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en termes d'urbanisme et de prise en compte de ces taux dans l'évolution? Oui, volontiers. Oui, effectivement, je vais vous raconter un peu ce qui se passe sur Berlin. Et je crois que ce qu'il faut savoir, et ce qui est très très important à savoir, c'est que au jour d'aujourd'hui à Berlin, on a environ 30 à 60 rejets par an en fait. Donc le deuxième point qui est très très intéressant, c'est si on essaye de faire ce calcul, on
on ne sait pas comment la loi va être traduite au niveau national, au niveau local, etc. Mais si on commence à faire ce calcul des 2%, en fait, on est à 1,5%. Donc, on aurait déjà atteint nos objectifs. Et pourtant, on a 30 rejets par an. Donc, ces 30 rejets par an, c'est ceux qui nous posent vraiment des problèmes. Berlin a investi pendant les 15 dernières années énormément pour limiter ces rejets, pour les diminuer. Alors, ça a été 100 millions d'investissements. Bon, on n'a pas eu les Jeux Olympiques, donc voilà, on n'avait pas été si rapide. Mais je suis désolée, pour la ville de Berlin, peut-être qu'il y aura une candidature. Mais nous n'avons pas eu les Jeux Olympiques, mais donc ça a été plus lent. On a investi 100 millions d'euros donc dans pour limiter, mais bon, c'est des investissements qui sont souterrains. Donc on n'a aucun co-bénéfice sur la surface. Donc on a des bassins de rétention, on a des choses comme ça, mais c'est cher et on n'a aucun bénéfice sur le verre, on n'a aucun bénéfice pour le climat local, on n'a aucun bénéfice pour l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, Berlin s'est rendu compte très très vite que ça allait être limité ce genre d'investissement, qu'on pouvait plus se le permettre en fait, puisqu'on allait vers des politiques un peu plus environnementales et qu'il fallait penser ça autrement. Nous, au niveau de la recherche, on a commencé donc à se pencher sur le sujet dès 2010 environ, et on a commencé à évaluer justement toutes les solutions qui existent et de façon quantitative pour donner des indicateurs, pour dire ben voilà ce que ça apporte à la biodiversité, voilà ce que ça apporte au niveau du climat local, voilà ce que ça apporte, pour justement essayer de dire, nous, les acteurs de l'eau, on ne veut plus être tout seul, et regardez, on pourrait, si on travaillait ensemble, apporter plein d'avantages aux autres. Donc ça a été vraiment travailler sur l'évidence. Et puis, à la suite de ça, donc, la ville de Berlin a créé une agence de l'eau de pluie pour le pluvial, donc qui était chargée de la communication, chargée d'aller voir les acteurs, d'aller voir les mairies, d'aller voir, etc., de parler à tout le monde, et puis au privé, bien sûr, et puis surtout au bureau d'ingénierie, en fait, tous les consultants qui, finalement, n'étaient pas tellement formés pour ça, tous des bons ingénieurs, mais en fait, on change leur métier d'un coup, donc il y a vraiment un changement. Voilà, donc c'est ce qui est passé. Là-dessus, ils ont aussi limité donc l'accès au réseau, en disant, voilà, on n'a plus le droit d'accès au réseau pour les nouvelles constructions, ça marche très très bien. C'est parfait, on est tous bons élèves, on sait faire, on le fait. Par contre, tout ce qui est la ville, elle existe. Donc, pour tout ce qui est adaptation de la ville, on s'est rendu compte que tous les projets qui avaient vraiment du succès, c'était des projets qui venaient de l'urbanisme, en fait, qui venaient de l'adaptation au changement climatique, qui n'est pas du tout du domaine de l'eau. Et qui nous faisait... Mais bon, le seul problème, c'est qu'en fait, on ne travaillait pas ensemble. Donc nous, ce qu'on nous a demandé de faire au niveau de la recherche, c'est de développer des modèles en fait numériques qui nous permettent de simuler la surface, la canalisation et puis les rejets, et puis voir l'état qu'on va avoir au niveau de la rivière. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on a des rejets et quand on a une rivière qui est très très lente, ou des fois il n'y a aucun débit pendant l'été. Donc la Seine, on parle d'un débit lent, mais alors quand on parle chez nous de l'Âche-Pré, des fois c'est un lac, l'Âche-Pré. Donc quand on a des rejets, eh ben, ils sont devant chez nous. Et donc, ça amène vraiment une mortalité piscicole. Ça amène, donc c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Ça amène vraiment à des interdictions de baignade. On a aussi, en fait, on a de la baignade, en fait, en rivière à l'aval de la ville, en fait, à Berlin. C'est une histoire historique. Hein. Berlin était une île. Berlin-Ouest était une île. Donc, il fallait donner des plaisirs, laisser des plaisirs aux gens. Voilà. Donc, on a fait ces calculs. Qu'est-ce qu'on a calculé ? On s'est rendu compte qu'il fallait désimperméabiliser de 20 à 30% la ville pour arriver aux objectifs, pour enlever ces situations critiques pour l'environnement, pour la rivière, pour les poissons, et puis atteindre les objectifs de la DCE. Donc j'ai dit, en fait, la DRU, on pense l'atteindre, mais en fait, la DCE, on ne l'atteint pas du tout. Donc on a d'autres objectifs, et il faut qu'on bosse dessus. Et ces 20-30%, on ne peut plus les faire tout seul. Donc on est tout à fait d'accord avec la DRU, puisqu'on nous dit qu'il faut travailler sur le verre. Ce qu'on nous dit, il va falloir faire des plans d'aménagement, mais par contre, on se retrouve très seul. Moi, j'ai travaillé aussi pour la ville de Hambourg pendant 2 ans, là, et justement, j'étais sur ce sujet-là, et je me rendais compte qu'on travaille de façon sectorisée. Chacun a ses responsabilités au niveau de la ville, au niveau de la voirie, au niveau de... Enfin bon, et en fait, on n'a pas cette habitude, on n'a pas de plans qui sont communs. Et donc, ce qu'on a fait, nous, on nous a chargé d'aller travailler avec les différentes communes qui ont des intérêts différents, de voir quels sont les intérêts, et de voir combien de temps ça allait
à peu près durer pour arriver à ces objectifs. En fait, pour ces 20-30%, on a besoin de 30 ans. Donc, voilà, on ne va pas y arriver au niveau de la DRU. Ça va être, si on veut le faire de façon calme, si on veut le faire de façon sérieuse, si on veut faire avec des investissements qui sont petit à petit au niveau de la transition de la ville, eh bien, on va avoir besoin de 30 ans et je crois que c'est très important. Il faut commencer dès le début parce qu'on sait que si maintenant on ne fait pas de bons plans, on a besoin de travailler là-dessus. Si on ne le fait pas maintenant, c'est là que les investissements se font, c'est là qu'on a le plus d'influence sur le reste. Mais voilà, donc travaillons ensemble et on sait où on va aller. Mais je crois que toutes les grandes villes vont avoir les mêmes soucis. Donc je suis très très contente de partager ici aujourd'hui avec tout le monde parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses intéressantes à voir. Merci beaucoup Pascal, effectivement. Il nous reste 10 minutes, on va continuer avec vous Chantal Durand, justement parlant de tous ces défis. Est-ce que la DRU2, elle ne pose pas la question de manière plus large, plus globale de la place de l'eau dans la ville ? Oui, certainement, bien sûr. Alors, je voudrais revenir quand même parce que mes collègues ont parlé des documents d'urbanisme. J'en ai juste pour 2 minutes. Pour dire que le département du Val-de-Marne est très innovant et très actif sur ce sujet et a mis en place d'ailleurs le nouveau zonage pluvial qui édicte une règle générale qui est l'infiltration à la parcelle. Et ça, c'est quelque chose de très important qui permet, c'est un document, pardonnez-moi, à usage départemental, désolée, qui permet la désimperméabilisation, qui permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur et de recharger, bien sûr, les nappes phréatiques. Alors, je reviens tout de suite sur votre question. Je voulais juste faire cette précision. Oui, bien sûr, la place de l'eau dans la ville est extrêmement importante. Et aujourd'hui, dans la ville, la place de l'eau fait plutôt peur par rapport aux inondations que l'on a connues récemment. Là-dessus, le département est très actif et j'en parlais tout à l'heure par rapport, merci beaucoup, par rapport donc aux conformités, aux mises en conformité, mais aussi je voudrais, alors on a un exemple précis donc à Brie-sur-Marne qui a été une canalisation de dérivation qui fait que tout un quartier qui était autrefois inondé ne l'est plus. Et puis, nous allons mettre en place ce que l'on appelle le bassin de rétention du Moulin de Berny dans la ville de Fresnes, où cette ville était inondée. Ça fait 20 ans qu'on connaît le sujet avec les habitants qui sont vraiment... c'est terrible pour eux. Et à partir de 2025, on commence avec le SIAP, d'ailleurs, qui est maître d'œuvre et maître d'ouvrage sur le sujet, donc la construction de ce bassin de rétention. Mais il y a d'autres... Bien sûr, d'autres actions qui sont mises en place, comme la renaturation de la ville. Et dans le Val-de-Marne, nous avons à ce sujet le plan 50 000 arbres, 50 000 nouveaux arbres. Hein. Ce ne sont pas des arbres que l'on replante après en avoir abattu. Non, ce sont de nouveaux arbres. On permet donc aux communes, on aide beaucoup les communes au niveau financier pour acquérir ces arbres. Et je voudrais parler d'un exemple qui me touche particulièrement parce que c'est l'exemple de ma ville. C'est Joinville-le-Pont qui a permis ainsi, parce que quand on plante de nouveaux arbres, on est bien sûr obligé de désimperméabiliser, on est bien d'accord. Et bien là, cette ville de 20 000 habitants, qui est la mienne et que je salue au passage, a donc désimperméabilisé plus de 5 000 mètres carrés et a donc, grâce au département, planté 3 000 arbres, donc sous l'autoroute. Et donc nous avons également toutes ces zones dans l'arc boisé qui deviennent des zones, des zones sensibles et sur lesquelles il est interdit de construire. Et puis nous avons la réouverture aussi de rivières qui étaient cachées, donc notamment la Bièvre, à Cachan, où nous avons travaillé avec le SIAP. Enfin, le SIAP a beaucoup financé. Et sur l'Aïle-les-Roses, le nouveau projet aussi d'ouverture de la Bièvre se fera donc avec la métropole du Grand Paris.
Merci beaucoup. On va un peu déborder, mais j'aimerais qu'on respecte à peu près les temps impartis parce qu'il y a nos collègues qui arrivent après également pour les tables rondes. Et je pense que sinon, on va exploser les compteurs pour tout le monde, pour ceux qui ont des rendez-vous juste après. Alexandre Labasse, de votre côté, vous parlez plutôt de la planification ambitieuse. Comment concrètement cela se traduit de manière opérationnelle dans les territoires et surtout, quelles sont les clés pour réussir cette concrétisation ? Alors je vais essayer d'être très rapide, juste dire que la question du temps long qui a été évoquée par le préfet de région 2045, c'est aussi, et c'est très important d'être là aujourd'hui tous ensemble en 2025, parce que 20 ans c'est quand même aussi le temps de l'urbanisme, hein. Vous l'avez dit. Si on prend un exemple emblématique, c'est le PRU des Mureaux, c'est 2007 les études, 2017-2018 la livraison, pour la réouverture aussi du rue d'Orgeval, pour la prise en compte de toutes les eaux pluviales. Donc on voit qu'on est sur la même échéance de temps et qu'il y a moyen d'être en concordance de temps. Et puis si on veut accélérer, il y a aussi d'être à la toute petite échelle. J'ai eu la chance dans mes précédentes fonctions de porter un projet avec Nicolas Landici, qui est ici présent, et la DPE, sur la réutilisation des eaux pluviales dans un ensemble de Paris Habitat, où on a enlevé finalement les descentes pluviales et on a mis ce qu'on appelle un rainstock, c'est-à-dire un réservoir d'eau qui sert par la suite à arroser les parcelles du jardin partagé à côté. Donc c'est des réservoirs d'eau qui sont installés aujourd'hui en façade dans le 10e arrondissement de Paris, qui fonctionnent depuis 4 ans. Et on voit qu'il y a aussi à une échelle très locale, très fine, on peut aller très vite et agir très concrètement. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Antoine Guilloux, au-delà justement de l'atteinte des objectifs de performance, notamment de la collecte, comment la ville de Paris appréhende cette prise en compte des défis environnementaux ? Alors, on va pas se lancer compte tenu du temps qui nous reste dans l'ensemble des défis environnementaux de la ville de Paris, sinon le président va m'en vouloir. Non, peut-être si on reste sur la question de l'eau, on a évoqué évidemment l'enjeu à essayer de capter l'eau pluviale au plus près, à la parcelle, effectivement, directement, éviter qu'elle n'aille saturer les réseaux d'assainissement. Et quand on y pense, il y a ce gain-là, évidemment, par rapport aux problématiques qui nous occupent aujourd'hui, mais c'est aussi un gain en termes de sobriété de nos consommations en eau. On pense évidemment à tous les enjeux d'arrosage de ces nouvelles parcelles végétalisées qu'on est nombreux à créer en ville. Et donc cet enjeu-là de captage au plus près de la parcelle, il est doublement stratégique, je dirais, à cet égard. Si je vais un petit peu plus loin, je pense que l'enjeu, globalement, ça nous ramène un peu à ces modèles de circularité qu'on essaye de créer aujourd'hui dans nos villes. Les territoires urbains ont longtemps été des territoires qui consommaient les ressources, quelles qu'elles soient, les ressources en eau, les ressources en matière, les ressources énergétiques, qui consommaient les ressources des territoires avoisinants. Et je crois qu'aujourd'hui, toute la réflexion dans laquelle on est, que ce soit sur l'eau, mais que ce soit sur les déchets, pour prendre un autre sujet qui m'occupe régulièrement, on est véritablement dans cette logique de se dire, voilà, comment on peut essayer de ne pas rejeter les pollutions vers les voisins, au contraire, autant que possible, faire en sorte que tout ce qu'on arrive à capter dans nos villes, l'eau de pluie, les déchets qu'on va pouvoir justement réemployer avant qu'ils ne deviennent des déchets, tous ces enjeux-là, je crois que ça vient véritablement transformer la manière dont on conçoit aujourd'hui nos villes. Voilà. Et ça, je pense que c'est en fait quand on commence à réfléchir comme ça, eh bien on s'aperçoit que ce sont des raisonnements qui peuvent s'appliquer dans de multiples domaines et amener tout de suite à des actions très riches. Et il y a un défi, et je conclurai là-dessus, c'est vraiment celui d'embarquer tous les acteurs, parce que, et vraiment, y compris les habitants à titre individuel, et on le sait que dans nos villes, ça peut parfois être difficile de mobiliser tout le monde. Et ça, c'est là le défi, parce qu'en fait, on passe d'un certain nombre de sujets qui étaient gérés par des établissements publics, des grands syndicats, des grandes entreprises, etc. Et c'est normal, ce sont des grands enjeux industriels, et évidemment, ça va continuer à être géré de cette manière-là. Mais on voit que pour avancer sur un certain nombre de problématiques, la désimperméabilisation, le captage de l'eau, le réemploi, etc., on a besoin d'aller maintenant embarquer. On ne peut plus se contenter d'être sur des grands acteurs, on a besoin d'embarquer aussi tout le monde, et ça, c'est pas le moindre des défis. C'était également la problématique à Berlin. Merci beaucoup Antoine Guilloux. Et pour conclure, justement Pascal Rouault, quel est le regard justement de Berlin sur ce défi de la DRU et surtout sur la question de la neutralité énergétique ?
Voilà, donc vous me demandez de commencer un nouveau sujet en 1 minute 35, ça va être compliqué. Mais bon, je vais vous dire un peu là où on en est. En fait, bon, ben voilà, c'est pas un secret, l'électricité en Allemagne est un petit peu plus chère qu'en France, donc on a déjà fait pas mal d'efforts. Mais on en est à peu près, au niveau de la neutralité, on a atteint 50%. De neutralité, ce qui n'est pas fort. Berlin n'est pas le meilleur élève, en fait. Il y a des villes comme Hambourg qui sont bien mieux avancées. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qu'on va devoir appliquer. Donc, on a entendu parler de l'azote. Ça va être le problème qu'on va se poser. Et en fait, si on doit le faire, on ne sait pas si ça a du sens. Pour notre rivière, on pense que pas vraiment. Mais bon, si on nous l'impose, on va devoir le faire. Voilà, phosphore, ce n'est pas un problème. Tout ce qui est micropolluant, traitement des micropolluants, c'est quelque chose qu'on a prévu de faire puisqu'on doit protéger notre ressource et donc on le fait, ça c'est prévu, c'est déjà chiffré. Et puis on a une population qui augmente. Donc voilà, pour l'instant ce qu'on sait c'est qu'on va devoir augmenter, notre demande en énergie va augmenter pour l'assainissement, donc à peu près de 50%. Et donc on n'en est qu'à 50%, donc on va devoir investir environ simplement pour le traitement des micropolluants. 1,5 milliard, donc voilà, ça va se faire, hein, c'est possible, mais voilà, qui va le faire, qui va le payer, quand, il faut qu'on planifie ça maintenant. Alors on a beaucoup travaillé sur le biogaz, etc. Puis nous, ce qu'on n'a pas fait encore, c'est travailler sur tout ce qui est l'énergie solaire, venant des éoliennes, etc. Mais si on veut vraiment devenir indépendant, il faut racheter des territoires. Donc il faut qu'on rachète environ 50% de plus de surface au niveau de nos stations d'épuration. Donc en fait, voilà, on arrive sur cette discussion. Pourquoi ne pas le faire ensemble? Il va falloir qu'on stocke en fait cette énergie. Voilà. Puis donc en fait, on a besoin encore de nouveaux acteurs, les acteurs de l'énergie. On a besoin d'une planification concertée. On a besoin de commencer ça vraiment vite, mais on a besoin aussi de certitude sur ce qu'on va devoir appliquer. Parce que là, les chiffres que je vous ai donnés, 1,5 milliard, c'était que pour le traitement des micropolluants et pour l'augmentation de la population. Donc, si on rajoute l'azote, si on rajoute l'achat des territoires, si on rajoute tout ça, on ne va pas y arriver. Voilà. Donc, je pense que c'est très, très important de bosser ensemble, qu'on fasse des plans communs. Et donc, le même sujet, mais un tout petit peu différent. Bossons ensemble. Merci beaucoup, Pascale. On veut garder de l'espoir quand même et de l'optimisme. Merci infiniment. On peut applaudir nos 4 experts pour ce premier tour de table. Alors du coup, 2 questions de la salle et ensuite on aura 10 minutes de pause avant d'attaquer notre deuxième table ronde. Qui a des questions ? Au deuxième rang ? Philippe Audebert, non ? Pour ne pas le dénoncer. Effectivement, j'attendais de voir s'il y avait d'autres questions. Donc bonjour à toutes et tous, Philippe Audebert, le maire de La Frette-sur-Seine. Bon, comme nous le savons, la ressource en eau aujourd'hui est de plus en plus rare et chère. Beaucoup de collectivités territoriales utilisent encore de l'eau potable pour arroser leurs parcs et jardins. Avec l'usine Seine-Aval et sa direction, on commence, qui sont mes voisins proches. Je suis sur la rive droite et eux sont sur la rive gauche, donc on se fait face. On a lancé quelques réflexions, quelques discussions pour réutiliser les eaux usées. Vincent Rocher en parlait tout à l'heure, dans le cadre de l'économie circulaire. Que pensez-vous en fait de ce concept de réutilisation des eaux usées là où c'est proche pour permettre effectivement, notamment aux collectivités, mais peut-être à d'autres structures, de réutiliser ces eaux? Et est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à faire des choses concrètes à court terme? Pascal Rouault, peut-être. Comme ça, on a un peu plus de temps ensemble. Eh bien, nous avons un projet là-dessus en ce moment, donc ça tombe très bien. Nous faisons un test et au niveau technique, on y arrive très bien. On a un peu de problème avec les PFAS quand même, donc faut voir les micropolluants qu'on va quand même pas pouvoir traiter. C'est pas forcément bien sûr pour ensuite boire l'eau, hein. C'est pour arroser des parcs et jardins. C'est pour arroser, mais c'est là-dessus. Mais justement là, on a des lois, on a des décrets qui nous disent qu'on n'a pas obligatoirement le droit de le faire. Donc on travaille là-dessus avec les autorités justement pour voir si on peut le faire. On va y arriver très bien au niveau des technologies, on arrive très très bien. On fait des essais, on travaille dessus et là, je vais pouvoir vous donner des résultats d'ici très très peu en fait. Donc c'est encourageant. Merci beaucoup. Voilà. Vous voulez, Alexandre ?
Juste pour préciser que nous, à l'atelier parisien d'urbanisme, on travaille sur la question des eaux d'exor et de la réutilisation des eaux d'exor. Et je pense qu'il y a des avancées qui se feront assez prochainement sur la façon de les réutiliser pour d'autres usages, ou en tout cas au moins pour arroser, ça nous semble assez évident. Et c'est un joli réservoir d'eau également. Merci. Juste dire que nous travaillons, enfin le département du Val-de-Marne travaille avec le cluster eau et sol, et que si je ne me trompe pas, le cluster fait une étude ou a déjà même une expérience, mais je sais que son directeur est dans la salle. Voilà, je vous salue. Monsieur Dechêne, c'est l'expérience est tentée déjà ? Merci beaucoup. Merci. Récupération de l'eau par les eaux de piscine, pour ceux qui n'ont pas entendu. Merci beaucoup. Une dernière question. Il nous reste 2 minutes avant notre pause café. Vous voulez vraiment votre café, en fait. Bonjour. Bonjour. Oui. Simon Rafroidi, étudiant à Sorbonne Université. Vous avez notamment parlé de beaucoup de végétalisation, notamment pour le Val-de-Marne, avec la plantation de 50 000 arbres, il me semble, et même vous, Madame Durand, et vous, Monsieur Guillou, vous avez parlé aussi de végétalisation au sein des villes, et j'aurais voulu savoir si, au niveau de ces végétalisations, il y avait un suivi, notamment des espèces qui sont, par exemple, sur le bord des berges, pour éviter, par exemple, de demander trop d'eau, des arbres qui, par exemple, pomperaient trop d'eau dans les abords, ou justement un suivi pour éviter des problèmes notamment liés à la monoculture, et donc par exemple avec des parasites qui pourraient se répandre dans d'autres, dans toutes les plantations. Est-ce que du coup il y a un suivi justement pour intégrer une certaine forme de diversité, une certaine forme de gestion, et éviter du coup de se créer davantage de problèmes en essayant de trouver d'autres solutions avec ces plantations, par exemple? Merci pour la question. Oui, merci. Alors la réponse est oui. Ça va être un peu rapide comme réponse. Oui, nous choisissons des espèces qui répondent à l'évolution du climat et essentiellement. Et puis nous travaillons sur un sujet ce sont des espèces qui viennent du Japon. C'est une expérience qui est faite au Japon. Ce sont des mini-arbres aussi, et qui s'adaptent particulièrement donc au milieu sur lequel ils sont plantés. Antoine ? Oui, peut-être pour compléter avec l'expérience parisienne, effectivement, il y a ce travail qui est tout à fait engagé. Nos experts qui en parleraient bien mieux que moi ont travaillé sur un nouveau catalogue des essences, donc qui sont effectivement les différentes espèces d'arbres qui sont plantées lorsqu'il y a des nouveaux aménagements de l'espace public, de la végétalisation, pour faire en sorte qu'on ait effectivement des espèces qui soient plus adaptées au climat qu'on risque malheureusement, qu'on est même maintenant malheureusement à peu près certain de connaître dans les prochaines années, faire en sorte à la fois de s'adapter aux fortes chaleurs, d'avoir de la diversification, d'être plus résilient face aux maladies dont les arbres peuvent malheureusement être affligés parfois. Voilà, tous ces sujets sont effectivement pris en compte, et j'en profite pour rebondir sur la question de l'eau non potable qu'on évoquait, parce qu'effectivement il y a cet enjeu qui dit végétalisation, dit enjeu d'arrosage, d'apport en eau en tout cas pour l'ensemble de ces parcelles. Alors on a à Paris la chance d'avoir l'héritage haussmannien d'un réseau d'eau non potable, qui est évidemment quelque chose de très précieux, parce qu'on voit qu'avec l'ensemble des pollutions malheureusement qu'on trouve aujourd'hui dans l'eau, on a parlé des PFAS, des micropolluants, les traitements pour faire de l'eau potable sont de plus en plus coûteux sur le plan financier, mais aussi sur le plan énergétique, et donc en réalité si on arrive à éviter ces traitements pour les usages qui ne les nécessitent pas, c'est évidemment un gros gain. Et donc on travaille sur ce réseau d'eau non potable dont nous sommes les héritiers, pour là aussi quand même sur l'eau non potable essayer de faire des économies, parce qu'il faut être sobre sur l'eau potable et sobre aussi sur l'eau non potable. Et donc je voulais juste rebondir sur ce que Alexandre Labasse évoquait. On est en train un des usages principaux de l'eau non potable à Paris, c'est l'arrosage des espaces verts, mais c'est aussi l'entretien du réseau d'assainissement, justement pour boucler notre discussion, puisque il y a une grosse partie qui est utilisée pour nettoyer le réseau d'assainissement, et on est en train de voir si les eaux d'exor, typiquement les eaux qui s'infiltrent naturellement dans les stations de métro de la RATP par exemple, on pourrait pas les
les utiliser pour nettoyer le réseau d'assainissement et économiser de l'eau non potable. Voilà, donc on voit que toutes ces boucles urbaines que j'évoquais tout à l'heure existent à énormément de niveaux différents. J'aimerais conclure cette table ronde avec une phrase. J'aime bien faire ça. Donc, vous pouvez garder les micros. On va commencer par Pascal. Pour parler, entre guillemets, voilà, de manière assez globale, comment on pourrait résumer, pour vous, voilà, le succès de cette DRU, cette nouvelle réglementation se fera grâce à tous les gens qui sont ici. Parfait. Merci, Antoine. Oui, grâce au fait que chacun prenne conscience de son impact sur l'eau et de ce qu'il peut faire pour en consommer moins et moins la polluer. Chantal. Je ne sais pas ce qui va nous rester, hein, tous les deux. Ah oui, c'est pour ça se corse. C'était pas prévu. Oui, c'est vrai que tous les acteurs sont concernés. Nous sommes tous partis sur le même bateau, j'allais dire. Et on ne peut pas revenir en arrière, il faut avancer. Il faut avancer. Pour prendre la formule de Baptiste Morisot, il faut rendre l'eau à la terre. Magnifique. Nos efforts dépendront effectivement de cette capacité collective à conjuguer performance environnementale, efficacité économique et sensibilisation du grand public. Merci à vous tous.